Les passions. L'Antiquité grecque et latine utilise plusieurs termes pour désigner les passions. Epitumiai, pathemata ou pathé pour le grec, commotiones animi, perturbationes animi, affectiones, libido ou encore concupiscentia pour le latin. Chacun de ces termes apporte sa nuance propre et nous invite à envisager les passions comme des maladies de l'âme, des malheurs, des désirs, des affections, ou encore comme une sorte de concupiscence. Le champ sémantique du pathos renvoie très nettement à la passivité du sujet et à l'idée selon laquelle les passions donc sont subies par lui. Et cela est vrai même lorsque le terme n'est pas connoté moralement, comme c'est par exemple le cas chez Aristote. On retrouve cette idée chez les pères médiévaux, en particulier lorsque les passions sont pensées en relation avec la mystique et la fervor, qu'on pourrait traduire par souffrance. Mais les termes de commotion, d'émotion, de libido et même de perturbation renvoient également à une activité ou à une puissance propre aux passions, venant accentuer la passivité du sujet qui les éprouve. Le discours antique sur les passions se veut ainsi à la fois descriptif, quels sont les effets produits par les passions en l'homme, mais aussi immédiatement normatif, que convient-il d'en faire si tant est qu'elles induisent en l'homme les effets qu'on constate. L'âge classique, tout particulièrement le geste cartésien dans le traité des passions de l'âme, prétend rompre avec ce discours et proposer une approche physicienne, tenant compte à la fois de la redéfinition du champ de la métaphysique et de la redistribution des catégories d'âme et de corps, donc des acquis du nouveau mécanisme qui s'illustre exemplairement dans le registre de la physiologie. Prenons l'exemple de la colère. Aristote se demande comment un orateur peut s'appuyer sur les passions de son auditoire pour obtenir le résultat souhaité. Sénèque s'intéresse plutôt aux moyens de la dompter et la décrit comme une mainmise des fonctions corporelles sur les fonctions rationnelles. Dans le traité des passions de Descartes, la colère est envisagée dans sa nature et dans ses causes, c'est-à-dire comme une espèce de haine, d'indignation et de désir, mêlant en conséquence les caractéristiques physiologiques essentielles de ces trois autres passions, la violente agitation du sang, le sang bilieux et ce qu'il appelle la chaleur âpre. Et pour rendre raison de la contagion passionnelle décrite chez Aristote, Malebranche utilise les acquis du nouveau mécanisme, en particulier de la neurologie développée par les médecins contemporains. Autrement dit, on passe d'un discours sur les passions à un discours des passions, c'est-à-dire à un discours les prenant pour objet d'étude spécifique. Ces deux étapes décisives, à savoir la mise au jour de la puissance et du dynamisme propre aux passions dans l'Antiquité et le détournement du regard vers ce qui définit leur spécificité à l'âge classique, aboutit dans l'histoire des idées à la mise en lumière de leur efficacité et de leur valorisation pour définir ce qui fait le propre de l'homme. Ce tournant est sensible, par exemple, dans l'œuvre de Helvétius. On peut ainsi distinguer rapidement trois séries de problèmes posés par la question des passions. Celui de leur nature, celui de leur dénombrement et de la possibilité éventuelle de les engendrer les unes à partir des autres, enfin celui de leur valeur. Bien sûr, ces trois séries de questions ne sont pas étrangères les unes aux autres. La mise au jour des causes physiologiques des passions permet par exemple, en retour, d'éclairer la question morale et d'envisager ce que l'homme peut raisonnablement espérer faire de ces passions. Donc reprenons-les dans l'ordre. La nature des passions. Chez les anciens, avec des différences notables entre eux, la passion est comprise comme l'emportement ou comme l'accaparement de la partie rationnelle de l'âme par sa partie sensitive, c'est-à-dire comme une offuscation de ce qui en l'homme lui permet de réfléchir et de décider, par ce qui en lui provient du corps et de ses variations. Le conflit est donc interne à l'âme parce que celle-ci n'est pas suffisamment distinguée du corps. C'est du moins en ces termes que Descartes présente ce qu'il considère comme une révolution dans la façon traditionnelle d'envisager les passions. Celles-ci désigneront désormais une action du corps sur l'âme, étant bien entendu qu'une fois la passion enclenchée, elle circulera de l'âme au corps et du corps à l'âme en un processus que Malebranche a bien décrit sous le nom de justification.
L'étude de la nature des passions s'avère donc étroitement solidaire d'une enquête étiologique tentant de démêler ce qui, en elle, relève du corps ou de l'âme de l'homme. En fonction de leur prise de position ontologique et métaphysique, les héritiers de la rupture cartésienne valoriseront l'une ou l'autre de ces deux instances, mais demeurera toujours l'idée d'une créativité propre aux passions. La question de l'ordre des passions est elle aussi décisive, au sens où le choix d'un classement contre un autre est toujours dans une grande philosophie liée à une certaine vision du monde. Si Thomas d'Aquin, saint François de Sales ou encore Malebranche, et une fois de plus avec des différences notables, placent l'amour au premier plan, c'est bien parce que leur métaphysique reconnaît l'existence d'un bien transcendant et objectif qui constitue le principal moteur de l'esprit humain. Chez quelqu'un comme Hobbes, pour qu'il y ait autant de biens ou de maux que d'individus singuliers, une telle suprématie perd évidemment tout son sens. Dénombrer ou ordonner les passions ne revient donc pas uniquement à réfléchir sur leurs causes et à les classer, par exemple de la plus simple à la plus complexe, mais à promouvoir ce qui, dans une philosophie, constitue le propre de l'homme et de son rapport au monde, bref, à édifier une anthropologie. La particularité de la classification proposée par Descartes dans le traité des passions de l'âme, en 6 passions primitives, l'amour, enfin l'admiration d'abord, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse, puis passions dérivées, réside ainsi dans la mise au jour d'un nouveau domaine d'application pour l'humaine sagesse, celui de la 3e notion primitive, définie dans la lettre à Élisabeth du 21 mai 1643. Parce que les passions impliquent l'homme comme une seule personne, un seul tout, ayant ensemble un corps et une pensée, l'ordre du dénombrement requis pour en rendre raison ne pourra s'identifier ni à ce que nous apprennent les émotions intérieures, ni à l'étude du mouvement des esprits animaux. Les passions ne ressortissent ni de la physique au sens restreint du terme, ni de la métaphysique, mais bien de ce que Descartes nomme par ailleurs le vrai homme, c'est-à-dire l'homme composé d'une âme et d'un corps. À partir de là, on peut repenser les termes de la dernière question, concernant la valeur et l'usage des passions. Si celles-ci font notre spécificité, la perspective d'une condamnation pure et simple ou d'une opposition schématique des passions à la raison devient caduque. La connaissance des passions et la mise au jour de la force qui les caractérise peut ainsi être mise à profit par l'homme pour agir, que ce soit en fondant des sociétés ou encore en créant au sens artistique du terme. Dans ce dernier cas, le caractère passionnel de l'attachement à un objet peut même suffire à le faire qualifier de bien. L'amour, ainsi compris, a été le moteur d'un nombre infini de productions artistiques.